réfléchissent, et Français il y a ceux qui les Français agissent. sont tout à fait en cours d'être ruinés. Leur niveau de vie baisse. Et vous êtes là en train de nous assurer que des gens super compétents s'agitent au gouvernement. Mais le gouvernement ne fait rien. Je peux vous dire qu'ils travaillent. D'accord. Non, mais si, c'est important quand même, parce que la question de nous avons des élites qui sont nulles, et de toute façon elles prennent des mauvaises décisions, elles prennent des mauvaises décisions, et de toute façon elles ne sont pas capables de les prendre parce qu'elles ont été lobotomisées, parce qu'elles étaient dans des grandes écoles, c'est contredit. Vous avez dit qu'on était formatés pour prendre les mêmes décisions et qu'on était formés par mimétisme. Ce que je veux dire, Si, vous l'avez dit, monsieur. Ce que je veux dire fondamentalement, c'est que ce ne sont pas les hommes politiques qui sont au pouvoir, ce sont des idées dominantes. La définition d'un système d'idées dominantes, c'est quelque chose de très compliqué, très flou. Ça peut se faire à l'université. Et la réalité, c'est que c'est des processus sociaux très complexes qui mettent en jeu toutes sortes de catégories sociales supérieures et que les hommes politiques ne peuvent agir qu'en conformité avec ces idées dominantes. Donc les idées dominantes actuellement empêchent les hommes et les femmes politiques d'agir et on est dans une sorte de point mort. Je vous donne la parole, mais il se trouve que puisqu'on a parlé du président de la République, je vais revenir en 95, décembre 95, il y a les grandes grèves, on s'en souvient, contre la réforme de la Juppé, leur Premier ministre, et déjà on accuse les élites, on accuse les énarques, on dit que c'est de leur faute si rien ne marche, et on pose la question au futur président de la République, Nicolas Sarkozy, qui à l'époque n'est pas ministre, il est juste maire de Neuilly, et écoutez sa réponse justement sur les élites qu'on accable. Actuellement dans la rue, il y a des gens qui contestent et qui considèrent, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les élites politiques ou les élites, j'allais dire dirigeantes du pays, sont incompétentes et sont en question. Je disais tout à l'heure, vous voyez qu'on vous énervez presque Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez l'impression que les élites sont actuellement les boucs émissaires d'une situation qui est beaucoup plus grave que ça? Et est-ce qu'elles n'ont aucune responsabilité? Bien sûr qu'elles ont des responsabilités. Mais ce qui me faisait sourire, c'est que je n'imaginais pas un jour que de ne pas avoir fait l'ENA ou pas avoir réussi les grandes écoles serait un avantage. Je ne les ai pas faites, je n'en tire aucune gloire. Et je trouve trop réducteur d'expliquer que des gens qui sont battus pour réussir leurs examens, qui ont sans doute travaillé plus que les autres, et qui les ont obtenus, c'est plutôt rassurant qu'ils aient des responsabilités. Parce qu'ils vont bien vous dire quelque chose du rendre très simple. Moi, je n'ai pas fait l'ENA. Je n'appartiens à la fonction publique, je ne suis pas fonctionnaire. Mais il faut dire une chose très simple. C'est que si le système, par le mérite, ne permet pas de désigner les responsables, on a le système censitaire par la naissance et par l'argent. Et je veux dire avec la plus grande force, même si ce n'est pas populaire, c'est pourtant une idée tellement juste que la sélection par le mérite est la meilleure garantie de l'égalité des chances. C'est une sorte de caricature de notre débat, parce que vous avez vu qu'à côté de Nicolas Sarkozy, il y a notamment Alain Minc, qui est le symbole, pardon, et Jacques Attali, voilà, qui sont très symboliques de ce capitalisme endogame, à la fois d'un système d'élite assez fermé et d'extrême proximité du pouvoir. Donc, c'est la caricature. Mais ce que dit Nicolas Sarkozy, simplement, je voudrais revenir sur le débat entre Valérie Pécresse et Mme Todd à propos de cette confrontation, cette différence qu'il y aurait dans la reproduction des élites d'une part et dans la fidélité à un modèle unique. En réalité, c'est profondément la même chose. Car quand je dis qu'il y a un formatage, ce formatage, c'est le formatage à l'acceptation absolument sans possibilité de le remettre en cause, sans oser vouloir le remettre en cause, d'un type de modèle et d'un type de vision. Et en effet, quand il y a une critique à un moment donné, c'est que hors de ce cercle de la raison dont parlait Alain Minc, il semblerait qu'il n'y ait rien à voir. Il n'y ait que fantaisie et absurdité. Et je crois que cette manière d'enseigner est responsable d'une partie de ce que nous connaissons. La recherche, quand je parlais de la recherche, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est que ce que l'on vous apprend, c'est à remettre en cause, y compris ce que sont les thèmes dominants, ce que sont les théories de l'instant. La recherche est la capacité de remettre en cause les modèles de l'instant. Et ça, c'est indispensable pour faire de la politique. Merci. Le conformisme intellectuel, idéologique, économique, il existe aussi dans le monde anglo-saxon, peut-être encore plus, dont le système de formation est totalement différent. Le conformisme des gens en place, des gens un peu lâches, qui n'arrivent pas à regarder la réalité dans la période de crise historique, c'est de l'eau comme de l'histoire. Oui, mais alors ce serait la production. En fait, à chaque fois qu'on voudrait tirer des élites de la République, on serait voué à en fabriquer des conformistes. On va dire que les élites sont lâches. On fait des généralisations totalement abusives. Écoutez, je suis désolée, nous avons été, avec Axel Kahn,
porteur d'une réforme. Tout le monde a descendu dans la rue, il y a eu 5 mois de bras de fer, ça a été extrêmement dur, ça a été... bon, je suis désolée, il y a certaines personnes qui ont fait preuve dans les universités de courage, et c'était souvent des dirigeants d'université. Donc je veux dire, l'idée de dire, parce qu'on dirige un organisme, on est lâche, on est compromis, on essaie, on est conformiste. C'est pas vrai, ils ont porté une révolution, tranquille. Je ne veux pas me prononcer sur cette réforme qui a fait dire... Elle change le paradigme, elle change le modèle. Je suis un peu désarmé parce que moi j'ai été formé à la recherche en Angleterre, donc le système français est finalement assez opaque. Quand je parlais de courage des dirigeants ou des élites, j'étais sur des questions beaucoup plus vastes, j'étais sur ce que l'Europe est en train de devenir. Non, justement, le problème c'est qu'actuellement, c'est une technique de fuite, c'est-à-dire que l'attitude actuelle de nos classes dirigeantes, c'est de se lancer sur des machins parcellaires internes à l'organisation de la société française en refusant simplement de s'intéresser au cadre général d'action, c'est-à-dire à l'organisation économique, au libre-échange, à ce que l'Europe, qui était censée être une machine d'égalité entre nations, est devenue une mécanique de domination par l'Allemagne. C'est ça la véritable marché. C'est pour ça qu'on fait la réforme, mais c'est pour ça qu'on fait la recherche. C'est un débat sur les élites, c'est un débat sur la lâcheté des politiques. Quand les politiques abandonnent toute responsabilité, du coup ça génère des politiques communes, voisines, une sorte de le formatage. Mais il y a des époques où les politiques ont de l'énergie, du courage. Je veux dire, pardon, mais la référence par exemple à 81, c'est vrai qu'ensuite on a vécu avec les socialistes une sorte de résignation, il n'y a qu'une seule politique économique possible. Il y a eu une époque, pardon, quelles qu'aient été leurs erreurs. Non, pardon, certes, se sont plantés, mais pardon, il y a une volonté de changer. 81, quand il y a les fameuses 110 propositions adoptées en janvier 81, au fronton, ce qui est assez inimaginable aujourd'hui, au fronton de ce congrès, où Mitterrand est investi comme candidat, il y a pour une autre politique. Alors ensuite, dans la vie politique française, ça a pris une résonance parfois séguiniste ou hétérodoxe. Mais cette volonté de rupture, changer les cadres, il y a parfois cette volonté, ce sursaut. Et parfois les politiques l'abandonnent. Et dans ce cas-là, quand les politiques abandonnent ce volontarisme, ça génère des Alain Minc, ça génère le cercle de la raison. Il n'y a qu'un seul moule. Mercedes Serra. Je suis juste un petit peu gênée parce que je trouve que ce discours sur les élites qui n'en sont pas, qui ne sont rien du tout, moi je trouve que ça cache un problème plus profond et c'est pour ça que l'université ça me semble important, c'est le problème c'est quand on n'a qu'un seul chemin que les élites sont ennuyeuses. Mais les élites, de toute façon, il y a des gens qui veulent tout d'un coup qu'on met en position de pouvoir avancer. La seule question, c'est qui mettons en position de pouvoir avancer. Et je trouve que le travail qui est fait sur l'université, il a au moins ce mérite, c'est d'ouvrir. Ce n'est pas suffisant parce que quand même, on se retrouve en France avec le système le plus reproductif qui soit, c'est-à-dire, mais si... Mais non, mais je donne, mais regardons les chiffres. Regardez les chiffres en France. En France, quand on prend les gamins au sortir du primaire, on a le plus grand décalage possible selon les classes. Si vous voulez empêcher les chercheurs français de chercher et de trouver et d'être bons, continuez dans ce discours antinationaliste. Continuez à raconter à tous les Français que leur pays est un pays de merde. Je suis désolé. Chaque personne, chaque individu qui fait de la recherche est aussi d'une manière, je dirais, subtile et inconsciente, tributaire ou dépendant de la fierté qu'il a dans son pays. Et le discours incessant sur la nullité de la France et des Français, sur le fait qu'il faut tout réformer, est profondément démobilisateur et destructeur. Emmanuel Todd dit que toutes les élites sont nulles. On peut améliorer ce qui marche pas. Je pense quand même que la France, c'est un pays magnifique, mais qu'il y a beaucoup de boulot à faire.